aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes vidéos sur mes livres préférés. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mettrai ici. 4 ans après, je doute toujours. Vous n'êtes pas du tout obligé de les regarder dans l'ordre, donc si cette vidéo est la première sur laquelle vous avez cliqué, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun ordre chronologique. Vous pouvez aller voir la première après, vous pouvez ne même pas la regarder. On s'en fout. Tout comme la dernière fois, j'ai 8 livres saga à vous présenter, donc je vais essayer en tout cas de ne pas trop m'attarder sur chaque livre, histoire que cette vidéo ne dure pas 45 minutes, pas comme la dernière que j'ai postée. Et encore une fois, si j'ai déjà parlé de ces livres un petit peu plus en profondeur dans d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à checker les barres d'infos en général, j'essaie vraiment de vous mettre le max d'infos possible. Dès que je mentionne un truc, j'essaie de le mentionner aussi en description. Sauf si j'oublie, ce qui peut aussi arriver, mais bref, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, voilà. Bon, et c'est parti tout de suite parce que j'ai trop hâte de vous présenter ces petites pépites. Bon, et la première pépite, ce n'est que la saga de fantasy la plus connue au monde. Pas très originale, et puis en plus j'en parle assez régulièrement, mais que voulez-vous, je vous parle bien sûr du Seigneur des Anneaux et de son grand frère, le Hobbit, qui ont été écrits par J.R.R. Tolkien, et chez nous en France c'est édité chez Christian Bourgois. Et figurez-vous que je n'avais jamais réalisé que le Hobbit et le Seigneur des Anneaux étaient parus à des dates si éloignées, puisque le Hobbit est paru en 1937 en VO, et le Seigneur des Anneaux a été publié entre 1954 et 1955. C'est beaucoup, non? Bien sûr que tout le monde connaît l'histoire du Seigneur des Anneaux, on y suit Frodon Sake, je dis Frodon et... Oh non, mais je dis Bilbo par contre. Ouais, j'ai un mix des deux traductions. Mais on y suit Frodon qui doit se rendre en Mordor pour détruire l'anneau de pouvoir qui risque de... donc qui ne risque pas, qui va causer la perte du monde. Et dans le Hobbit, on suit son oncle Bilbo, bien des années auparavant, qui lui part en quête avec les nains pour reconquérir leur montagne qui a été prise d'assaut par le dragon Smaug. Et c'est notamment dans le Hobbit qu'on apprend comment l'anneau de pouvoir s'est retrouvé dans la famille Sake, puisque c'est Bilbo qui l'a trouvé. Non mais je me dis, ça se trouve, je sais pas, il y a peut-être encore des gens qui n'ont ni vu ni lu Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Par exemple, je pense que ma mère, si elle regarde cette vidéo, elle sera bien contente d'avoir un résumé. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont vu d'abord Le Seigneur des Anneaux avant de lire la saga, puis le Hobbit. Et j'avoue que j'ai adoré faire ça dans cet ordre-là, puisque j'étais déjà très attachée à l'œuvre cinématographique. Et ensuite, les livres m'ont permis de rentrer dans l'histoire un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus en longueur aussi, puisque ça dure beaucoup plus longtemps de lire la saga que de regarder les films, même en version longue. Et comment ne pas aimer cet univers, ces personnages. Alors je le conçois, le rythme peut être un petit peu lent, le style peut être un petit peu ardu, encore que il me semble que ça s'arrange avec les traductions de Daniel Lauzon, mais je pourrais pas vous le certifier pour sûr parce que moi j'ai lu celle de Francis Ledoux, les premières traductions. On pourrait carrément discuter la place des personnages féminins dans ces deux œuvres-là. Je ne parle pas du Silmarillion parce que je n'y suis pas encore, mais il n'en demeure pas moins que cet univers qu'a créé Tolkien il y a maintenant 85 ans a su faire rêver, a su émerveiller, a su éveiller aussi ce goût et cet attrait pour les grandes sagas de fantasy, et a laissé évidemment une immense postérité pour les littératures de l'imaginaire. J'ai le nez bouché, j'ai l'impression que je ronfle quand je parle. Et dans un genre complètement différent, je vous parle de Moon Palace de Paul Auster. Paul Auster qui est édité chez nous chez Actes Sud, et ici c'est un roman qui relève plutôt du genre picaresque on va dire, et qui a été publié en 1989. Je pourrais vous parler de l'œuvre de Paul Auster en général, et il faut que je le fasse d'ailleurs depuis des années, mais ce serait un petit peu trop long ici, donc je vais vous parler de ce roman qui est peut-être le plus iconique de tous ceux qu'il a écrits à présent, ou en tout cas qui combine un peu l'essence même de l'œuvre de Paul Auster. Moon Palace, c'est l'histoire de Marco Stanley Fogg, un jeune homme orphelin
qui a été élevé par son oncle, désolée j'ai le nez mais tellement mouché, par son oncle, qui a été élevé par son oncle donc, et qui est un petit peu paumé, qui va entrer à l'université de Columbia à New York et dont on va suivre les errances et la quête d'identité au fil des années. Comme dans beaucoup de romans de Paul Auster, l'action se déroule principalement à New York, qui est presque un des personnages centraux de l'œuvre de l'auteur, qui est lui-même new-yorkais. Et dans Moon Palace, une fois n'est pas coutume, il convoque des thèmes, des concepts qui lui sont très familiers et qui sont... Waouh, c'est chaud. Et qui sont très récurrents dans chacune de ses œuvres, ou presque. La notion de hasard, de chance, la quête d'identité, l'errance, l'Amérique en tant qu'entité presque palpable et souvent plus particulièrement New York donc comme je vous le disais. Pour moi le génie de Paul Auster c'est d'écrire des histoires extraordinaires qui arrivent à des gens complètement ordinaires mais dont le destin va être bouleversé pour une raison ou une autre. Autre chose que j'adore dans ces livres c'est que beaucoup d'entre eux sont reliés les uns avec les autres de manière très subtile et ça vous le verrez si vous en lisez plusieurs, mais je trouve ça hyper intéressant de voir autant de complexité dans une œuvre, de voir que certains romans se renvoient la balle d'une façon et ce que me font ressentir les histoires de Paul Auster c'est assez indescriptible. C'est un auteur que j'ai découvert il y a au moins 10 ans maintenant. Quand j'étais à la fac, je devais avoir 18-19 ans. Et je saurais même pas vous dire pourquoi ces livres me touchent autant, je saurais pas dire en quoi ça touche une corde sensible au plus profond de moi. Mais c'est sûrement pour ça que c'est un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré, et un des plus grands auteurs américains de sa génération. Six of Crows de Leigh Bardugo, un super diptyque de fantasy jeune adulte, publié chez Milan et chez le livre de poche il me semble, qui date déjà de 2015. Non mais j'hallucine. Six of Crows, c'est tout ce que j'aime dans le genre de la fantasy un petit peu jeune adulte. On suit une bande de voyous qui vivent dans une ville que Leigh Bardugo a imaginée comme un genre d'Amsterdam fantasy. On est dans un monde où les Grisha détiennent des genres de pouvoirs magiques liés aux éléments. Et quand l'histoire commence, une drogue est mise au point pour décupler leur pouvoir, ce qui les rend extrêmement dangereux. Et c'est là que Casebreaker, le chef de cette petite bande de voyous, est embauché avec sa team pour aller récupérer le scientifique qui est responsable de la mise au point de cette drogue, qui a été enfermé dans un royaume voisin. Tout ça pour empêcher que la drogue arrive sur le marché et que ça fasse des ravages. Comme je vous disais, c'est tout ce que j'aime en fantasy, et en fantasy jeune adulte, on a ce petit groupe de personnages dont chacun a une particularité, un talent, tous doivent apporter voilà, leur pierre à l'édifice pour mener leur quête à bien. On a des relations entre les personnages qui font tellement plaisir à voir, ça se lit super bien, c'est plein de rebondissements, de stratégies, il y a un petit côté politique aussi. Je sais pas comment Leigh Bardugo a imaginé cette histoire parce que je vous jure que c'est très bien ficelé. On a de l'amour, de l'amitié, de la magie, enfin bref, c'est génial. Je trouve que dans le genre en tout cas, c'est un des trucs que j'ai lus qui fonctionne le mieux tout simplement. Est-ce que je vais encore vous bassiner avec cette BD ? Bah oui, mais pas très longtemps, promis. Je vous ai parlé d'un graphique qui m'a beaucoup marqué dans ma dernière vidéo et j'étais obligée de mettre celui-ci dans celle-ci. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. C'est aux éditions Glénat. C'est donc une bande dessinée un peu fantastique avec une petite pointe de SF et aparté, je le dis tout de suite avant d'oublier, saviez-vous que apparemment une adaptation est en cours ? Alors les gens, ils nous ont fait chialer avec la bande dessinée, maintenant ils veulent nous refaire chialer à l'écran. C'est quoi ce soleil? Ces jours qui disparaissent, c'est l'histoire de Lubin, un jeune homme qui, après avoir reçu un coup sur la tête, se réveille un beau matin et réalise que un jour sur deux, il y a une autre personnalité qui prend possession de son corps, de sa vie, une autre personnalité qui n'a rien à voir avec lui, qui est vraiment une autre personne à part entière.
et qui lui vole un peu son existence au final, un jour sur deux. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé de cette BD par ici et vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir dit que vous l'avez lu également. Mais Ces jours qui disparaissent, c'est l'histoire, je sais pas, d'une descente aux enfers un peu inéluctable et dont on ne peut qu'être spectateur. C'est l'histoire d'une vie qui file sans qu'on puisse la retenir et sans qu'on puisse même y prendre part. C'est terrifiant, c'est étouffant, c'est angoissant, c'est un récit qui m'a bouleversée comme rarement j'ai été bouleversée. Et dois-je encore une fois rappeler que j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie pendant, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, si vous n'étiez pas encore au courant. C'est chose faite. Maintenant j'ai envie de vous parler de mon classique préféré, enfin d'un de mes classiques préférés, bien sûr Jane Eyre de Charlotte Brontë. Moi j'ai une édition livre de poche, d'ailleurs il y a plein d'éditions de Jane Eyre et il y a plein de traductions différentes. Jane Eyre c'est un roman plutôt gothique, hein, on peut dire je pense, qui est paru en 1847. Et c'est l'histoire de son héroïne éponyme, une petite orpheline au moment où démarre le roman, qui est élevée par une tante peu aimante et même limite violente je crois, et qui va s'élever socialement et professionnellement en devenant gouvernante. Elle est embauchée chez un certain monsieur Rochester qui lui fait donc une place dans son manoir mystérieux et dans sa vie. Jane Eyre, c'est un roman assez avant-gardiste quand on y pense, puisqu'il a donc été publié en 1847 et il met en scène une femme indépendante, une femme solide, une femme tenace qui ne s'appuie sur rien d'autre que son intelligence, son esprit et ses valeurs pour se faire une place dans la société. Et c'est un roman qui en plus est écrit également par une femme à une époque où la littérature, comme de nombreux autres domaines, était totalement dominée par les hommes. Et pour la petite anecdote, Charlotte Brontë a dû publier son roman, enfin ses romans même, tout comme ses sœurs d'ailleurs, sous pseudonyme masculin. C'est ainsi que quand le roman a été publié, il est sorti sous le nom de Currer Bell. Bon, sans surprise, hein, j'ai adoré cette héroïne attachante et complexe. J'ai adoré l'ambiance du roman qui est très atmosphérique, un petit peu gothique sur les bords comme je vous le disais. C'est un petit peu sombre et effrayant par moments. J'ai adoré la plume de Charlotte Brontë et j'ai adoré cette histoire en fait, tout simplement. Et voilà, c'est mon classique préféré je crois. Que j'en ai beaucoup d'autres, je ne sais plus. Et on retourne dans de la bonne vieille fantasy avec l'Assassin Royal de Robin Hobb. Alors ici je vous parle que du premier cycle puisque c'est là que je me suis arrêtée pour l'instant. À la base c'est une trilogie de fantasy donc. Bon, en France le découpage a été complètement revu en petit format chez J'ai lu. Moi je lis les semi-poches imaginaires qui sont un peu plus grands et qui comptent juste deux grosses intégrales. C'est un petit peu compliqué tout ça, c'est un peu relou parfois franchement. Et je ne savais même pas, mais l'Assassin Royal a été publié entre 95 et 97. C'est un truc de ouf, genre c'est à peu près la même époque que La Roue du Temps, mais ça vieillit tellement bien, c'est un truc de fou. Et ce fameux Assassin Royal n'est autre que Fitz, un jeune bâtard. Alors c'est pas moi qui emploie ce mot, hein, c'est dit comme ça dans le roman. C'est un peu étrange, hein, on dirait qu'il parle d'un petit chien. Mais en fait c'est le fils illégitime d'un prince qui a donc eu une aventure avec une femme comme vous et moi, hein, tout bonnement. Et il est justement abandonné très jeune par sa mère et dès lors il est confié à la famille de son père, la famille royale donc des Six-Duchés. Là-bas, son grand-père, le roi subtil, va faire de lui les yeux et les oreilles du royaume et il devient donc l'espion de la famille et son assassin privé aussi. L'Assassin Royal, t'as capté? Pour moi, l'Assassin Royal, c'est de l'excellente fantaisie politique où l'autrice s'est vraiment attardée sur toute la construction et toute la complexité d'un royaume et de ses subtilités, de ses conflits aussi, puisqu'ils sont très nombreux. On a toute une galerie de personnages dont chaque portrait est brossé avec une
une finesse et une justesse incroyable. On a une magnifique plume qui vous plongera à fond dans cette histoire. On a un soupçon de magie. Si vous aimez les animaux, vous allez beaucoup aimer cette œuvre parce qu'on a un lien très particulier entre Fitz et son animal de compagnie. Enfin, c'est plus que ça, mais je vous laisserai découvrir. Je vous accorde que ça peut être un petit peu long par moment, mais moi ça m'a pas du tout dérangé parce que j'avais aucune envie de quitter cet univers et ces personnages. Chronique martienne de Ray Bradbury. Bah bien sûr, comment ne pas mentionner Ray Bradbury dans cette vidéo. C'est paru chez De Noël en 1950 et c'est un fix-up des nouvelles qui, mises bout à bout, se lisent finalement comme un roman. Et là, bah, bien sûr, c'est de la SF, mais c'est surtout un petit bijou de poésie à découvrir pour toutes et pour tous, même si vous n'êtes pas amateur ou amatrice du genre. Ici, Bradbury écrit les différentes tentatives de colonisation de la planète Mars qui se sont étendues sur 27 longues années. Et via ce prisme de la science-fiction, qui aujourd'hui paraîtra un petit peu daté au vu de nos découvertes et de nos progrès de ces 70 dernières années, il nous fait carrément une critique et une satire de la société de l'époque. Et malheureusement c'est toujours d'actualité aujourd'hui, sous la forme de divers tableaux donc pour chaque histoire, mais qui se recoupent toutes très bien dans un ordre chronologique et narratif. C'est très agréable à lire, et d'ailleurs si vous n'aimez pas les nouvelles, vous pouvez quand même lire Chronique martienne parce que ça ne se ressent pas vraiment, puisque tout se suit. Mais bref, l'auteur en fait il écrit surtout une ode à la découverte, à la différence, à la tolérance, tout en faisant mine de rien une critique du colonialisme et de la violence que ça engendre et que ça continue d'engendrer au long terme. Et franchement, si vous avez envie de lire un classique qui est facile d'accès, qui porte de belles valeurs, qui aborde des sujets qui sont malheureusement toujours d'actualité. Si vous voulez de beaux moments de pure poésie, de mélancolie, mais en même temps parfois de drôlerie, de piquant, de sarcasme, voire même de complètement grotesque par moments, foncez parce que c'est génial, Chronique martienne. Encore une fois, un petit peu comme pour Tolkien. Et d'ailleurs, c'était la même époque, on est dans les années 50. La place de la femme est nulle à chier. Bon, voilà. Après, visiblement, on ne pouvait pas tout avoir. Mais encore une fois, ça n'en demeure pas moins une œuvre voilà, à replacer dans son temps, que personnellement j'ai adoré et que j'avais dévoré en quelques heures à peine, je m'en souviens, parce que j'étais subjuguée en fait. C'était mon premier Bradbury, c'était vraiment un sans faute. Et depuis, à chaque fois que je lis quelque chose de lui, je retrouve ce petit frisson de beauté, les thèmes qu'il aborde, ça me parle, ça me touche et j'adore. Et on termine avec l'ovni de cette vidéo, je pense. Il est très difficile de parler de ce livre, je trouve, de cette trilogie. Je vous parle de 1Q84 de Haruki Murakami, qui est publié chez Belfond. C'est une trilogie qui est parue entre 2009 et 2010. Déjà, j'ai l'impression que c'était hier qu'on voyait 1Q84 partout, c'était la sensation du moment. Et je trouve que c'est une œuvre qui est très difficile à catégoriser, comme souvent pour les romans de Murakami. Je pense que je décrirais ça comme un genre de réalisme magique japonais. En fait, l'histoire elle commence à Tokyo, dans un monde qui est donc bel et bien ancré dans la réalité, mais qui va peu à peu, et sans que ses protagonistes ne s'en aperçoivent, du moins au début, basculer dans une envoûtante étrangeté. On suit deux personnages en parallèle, et deux personnages qui n'ont en apparence rien à voir l'un avec l'autre. On a Aomame, qui est une jeune tueuse à gages solitaire qui travaille pour une vieille femme un petit peu mystérieuse. Et d'un autre côté, on a Tengo, qui est un jeune prof de maths, qui est également écrivain, et dont l'éditeur va l'embarquer dans une espèce de magouille pas très légale qui consiste à réécrire en vue d'un concours d'écriture très prestigieux un roman étrange mais pourtant très prometteur,
mais un roman qui, voilà, l'histoire est très impactante, incroyable, on n'a jamais rien lu de pareil, mais la forme, pas top. Le style et la narration laissent un peu à désirer, et donc Tango est chargé de garder le fond, mais d'en faire une forme parfaite qui pourrait gagner le concours. Bien évidemment, ce qui fait que ce n'est pas très légal, c'est que c'est pas son livre à lui, hein, parce que théoriquement tu as le droit de corriger, de réécrire tes propres œuvres, mais là il se trouve que cette histoire elle a été écrite par une jeune fille tout aussi étrange que l'histoire qu'elle a écrite. Le truc c'est que ce roman qui s'intitule La chrysalide de l'air va être le point de départ de toutes ces vies qui vont basculer, de tous ces destins qui vont se retrouver bouleversés et qui vont finalement s'entrecroiser. Bon, j'espère que j'ai été la plus claire possible. Comme je vous disais, c'est très dur de résumer un Q84 parce que c'est unique et comme on suit plusieurs trames, c'est pas facile, mais j'espère qu'avec ce pitch, je vous aurai donné envie de le lire, si ça n'a pas déjà été fait. Si on oublie l'obsession un peu étrange de Murakami pour les saints et les zizi, comme il les appelle lui-même, hein, mot pour mot, enfin en tout cas dans la traduction, et si on oublie son male gaze qui est un peu cringe par moment, eh bien je trouve qu'un Q84 est un bijou d'inventivité, d'étrangeté, de poésie. C'était tellement bien. Je peux pas en dire trop parce que c'est une expérience de lecture indescriptible, c'est très difficile à rendre en mots. C'est abuser le soleil, ça fait ça quoi. J'ai l'impression qu'on fait des appels de phare. Qu'est-ce que je disais? Oui, que de toute façon, c'est dur d'en parler. Donc, que vous dire à part que j'ai adoré et que je donnerai tout pour pouvoir relire cette trilogie pour la première fois, encore une fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'il y aura une troisième partie un jour? Peut-être dans quelques années quand j'aurai découvert d'autres favoris qui m'ont marqué à vie et que j'ai envie de relire tout le temps. J'espère que cette vidéo et que cette petite série de 2 vidéos au sens plus large vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos livres préférés à vous, les romans qui vous ont le plus marqué. Enfin je dis les romans mais pas forcément, hein. D'ailleurs j'ai pas précisé que j'ai pas du tout parlé de manga ici parce que je suis tellement bon public en manga et j'en ai encore pas lu tant que ça. Donc pour moi c'est encore une autre catégorie, mais voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos bouquins préférés, que ce soit des romans, des BD, des mangas, des comics, des essais, je suis curieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye.